l'idée de cette présentation, c'est de vous faire une présentation rapide sur un pattern de cache qui me semble efficient et qui est implémenté dans la plupart des frameworks. Je vais essayer de parler surtout de PHP ici. Ça peut s'appliquer aussi à d'autres langages de programmation. En vérité, il n'y a rien de très complexe dans cette implémentation. Et je vais commencer par le mauvais chemin. Je vais présenter celui que je recommande. Et puis après, des astuces, mais en fait un petit peu plus que des astuces, c'est aussi des cas pratiques et des mises en situation qui peuvent poser problème. Donc, tout d'abord, le mauvais chemin, c'est plutôt la manière dont on a l'habitude de le voir implémenté, parce que ça semble la bonne méthode. En vrai, c'est pas plus simple, et je vais vous montrer les différences. On va revenir sur les slides après. Donc, très généralement, comme on peut le voir, quand il y a un changement dans les datas, on appelle le cache et on vient lui charger les datas et on fait ça. Et après, on vient récupérer les datas, c'est-à-dire qu'on prend on vérifie s'il est présent en cache. S'il n'est pas présent en cache, on va le chercher depuis la source d'origine. S'il est présent, on le retourne directement. Alors, le problème que ça pose ici, c'est que on peut se retrouver à mettre en cache plusieurs fois les données avant même d'avoir besoin de les récupérer. Donc, je réaborderai ce point-là après, mais le fait d'interroger le système de cache, alors que ce soit un système de fichiers ou un système Redis ou même cache, peu importe, ça sera toujours plus long que de ne pas le faire. Donc, si on se retrouve à charger de la donnée en cache, donc qu'on n'utilise pas, c'est mauvais. De plus, on peut se retrouver à... je sais plus ce que je voulais dire par là. Voilà. Et en plus, on va souvent se retrouver à mettre un temps d'expiration sur une valeur complètement aléatoire. Donc, par exemple, 1 heure ou 2 heures, mais qui ne correspondent pas à la valeur de validité, au temps réel de la validité de cette donnée. Et enfin, sur ce point-là, c'est que ça nous oblige à mettre une méthode de cache pour charger les données en cache dans nos méthodes du date, ce qui est pas très propre d'un point de vue structure de code, pas le rôle de ces méthodes-là. On aura plutôt envie qu'ils aillent vite, parce que la mise à jour d'une donnée peut prendre du temps. Quand on va récupérer la donnée, donc on va rechercher. Alors, il y a une notion ici sur le cache-clé que je reprendrai après, c'est que la difficulté avec ce système de clés, c'est-à-dire là, on imagine qu'on a une entity compagnie et qu'elle a un ID. Donc, si on met cette clé d'ID, on est normalement assez sûr de récupérer la bonne entité. Le problème, c'est que si jamais on rajoute des colonnes dans notre entité, si jamais la structure change, cette clé continuera à nous renvoyer la structure précédente alors que la structure a changé. Donc la solution qu'on applique généralement, c'est on efface le cache au moment du déploiement d'une mise à jour, ou on efface le cache de manière un peu aléatoire, alors que on ne sait pas trop s'il y a une raison, mais dans le doute, on le fait. De plus, comme on a mis un temps d'expiration aléatoire, on peut se retrouver à avoir... en fait, on va avoir toujours des données en retard. Alors, toujours
pas nécessairement, hein. Si notre système d'update fonctionne bien, nos données sont mises à jour, mais conceptuellement, elles sont en retard, notamment si la source de données elle est externe. Donc on va se retrouver souvent à rajouter dans nos méthodes pour récupérer les données un petit paramètre qui va nous permettre de ne pas récupérer la donnée en cache, parce qu'on se dit qu'à cet endroit-là de l'application, c'est sensible et qu'on a besoin d'avoir une donnée à jour, et à tel autre endroit, on va utiliser le cache. Donc il y a un tuning à faire à ce niveau-là qui n'est pas forcément simple. En plus de ça, au moment où on récupère la donnée, on peut soit aller la chercher depuis la data source, soit depuis le cache, et donc ça va nous faire en fait un peu de duplicate content généralement sur la partie qui va mettre en cache. C'est pas obligatoire, on peut le faire proprement, mais souvent c'est ce qu'on voit. Alors maintenant, la bonne approche par rapport à ça, celle que je vous recommande, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que quand on va récupérer le cache, on va chercher la cache clé, donc un peu de la même manière. Je vais juste rajouter une petite notion, je reviendrai dessus après. S'il est en cache, on peut retourner la donnée. Si elle n'est pas en cache, on le charge depuis la data source. Et à ce moment-là, on va le sauver en cache. Alors, je reviens un peu sur les étapes. Ici, au niveau de la cache clé, j'ai rajouté une petite notion qui est un numéro de version. Alors, ce n'est pas le numéro de version de l'application, hein, même si on pourrait le faire comme ça. C'est plutôt le numéro de version de la structure de la donnée. Donc, techniquement, ça pourrait se représenter par une constante au niveau de l'entité qui correspond à son numéro de version, ou un checksum du fichier qui décrit l'entité. Ça dépend un peu des outils. Mais en tout cas, cette solution-là va être très pratique, puisque au moment où vous allez mettre à jour une nouvelle version de votre applicatif, il sera directement pris en compte. Ce sera la V2 qui viendra chercher. Et donc, le cache V1 continuera d'exister. Si vous devez faire un rollback sur votre déploiement, si vous avez du déploiement Canary Deployment ou Blue Green, ou différents types de déploiements qui suggèrent qu'il y ait plusieurs applicatifs qui tournent à des versions différentes, l'applicatif qui a la version V1 va continuer à utiliser le cache de la V1, et l'applicatif qui utilise l'application V2 va pouvoir prendre le cache de la V2. Là, je me suis trompé dans ma slide. Rien à voir. Là, ici, normalement, on a une source de données qui est fiable. Ça, c'est une partie qui est un peu complètement optionnelle, hein, mais c'est une notion de normalisation, dénormalisation. Ça veut dire que si vous avez une entité qui contient beaucoup de volume de données, qui contient des données qui sont très contextuelles, je reviendrai sur la notion de contexte, mais par exemple, qui sont liées à des droits utilisateurs ou à une date courante, ou des choses comme ça. Vous pouvez utiliser la normalisation, dénormalisation pour ne pas sauvegarder une donnée contextuelle, ou la réimplémenter au moment de sa sortie. Le point qui va vraiment tout changer, il est là. C'est au niveau de la manière de sauver le cache. Alors, on va lui donner une cache key de la même manière, sauf que ici, cette cache key, elle ne sert que à récupérer et sauvegarder, mais elle ne servira pas à invalider le cache. Je vous explique ça sur la slide suivante. Ce qu'on va utiliser pour invalider le cache, c'est les cache tags. Ça veut dire qu'on va donner des tags à notre entité. Donc ici, c'est une société, hein. On peut imaginer que c'est une société, une grosse compagnie qui a plusieurs subdivisions avec des filiales, TCM par exemple. Et donc,
Si c'est le cas, on pourrait avoir cette société qui contient un tableau avec la liste de ses sous-sociétés. Dans ce cas-là, la cache tag list pourrait contenir l'information sur le fait que cette donnée de cache contient la compagnie 1, mais elle contient aussi la compagnie 504, qui est une filiale de cette compagnie. Au niveau de la durée d'expiration du cache, on ne va pas la définir par rapport à la durée de validité de l'information, mais par rapport à une valeur qui, pour le coup, nous correspond par rapport à ce qui nous semble cohérent pour cette donnée, par rapport à la possibilité que notre cache, enfin la volumétrie que notre cache est capable d'absorber, la pertinence, etc. Mais globalement, une trentaine de jours, c'est bien. C'est peut-être une donnée moyenne dans cette pattern-là. J'ai mis ça ici, hein. Je le réaborde après sur les petits tips. Il ne faut pas mettre trop de choses en cache. La volumétrie qu'on peut stocker en cache est limitée, ou en tout cas coûte cher. Donc, on ne doit pas en mettre trop. Et puis, on ne doit pas mettre non plus des éléments trop unitaires dans le cache, puisque ce n'est pas l'idée du cache. Et à chaque requête qu'on fera au serveur de cache, c'est un petit temps de perdu. Alors qui est normalement beaucoup plus rapide que de récupérer les données, hein. Sinon ça n'a pas de sens. Mais ça reste quand même un temps parfois non négligeable quand même. Ensuite, on va avoir la partie invalidation. Donc, à la différence de ce que je présentais tout à l'heure sur la manière de mettre en cache au moment où les données sont changées, ici, on va pas remettre les données en cache. On va simplement identifier quand les données sont changées. On va identifier toutes les entités qui sont reliées à ces changements. Et pour chaque entité qui correspond, on va juste invalider le tag. Donc, pas la clé de cache, hein, le tag. Si je reprends les étapes une à une, ici, on peut implémenter un event. Alors, généralement, dans les ORM, on a des events qui sont trigger au moment où les données sont modifiées. Il ne faut pas qu'on oublie la notion de delete dans cette histoire-là, puisque c'est dommage de ne pas effacer le cache si on n'en a plus besoin. Et puis, ça peut être une sécurité intéressante de le rajouter au niveau du create, parce que, par exemple, si on a un ID qui est lié à un autre système, un email par exemple, on va se retrouver à potentiellement avoir eu un utilisateur dans le passé qui correspondait. Et donc, si au niveau du délai, si on n'a pas bien fait les choses, c'est bien de le faire au create. Mais c'est optionnel, hein. Ensuite, pour toutes les entités qui sont reliées, on peut aller faire des choses un peu complexes, c'est-à-dire aller chercher les sous-entités, toutes les différentes relations. Et la notion de tag, comme je la présentais tout à l'heure, était assez simple, hein, si on a une société et des sous-compagnies. Mais si on a des entités qui sont un petit peu plus complexes, ce ne sont pas juste des entités qui proviennent de la base de données, qui sont des choses qui viennent de systèmes externes, etc., peut être un peu compliqué de s'y retrouver dans notre nommage des tags. Donc, ce que je recommande ici, c'est d'utiliser une tag factory, donc, qui va simplement nous générer des tags à partir des entités. On lui passe un objet et il nous retourne le nom de son tag ou de ses tags associés. Voilà. Et donc ça, ici, c'est on invalide les tags, ce que j'expliquais tout à l'heure. Avec ça, on est assez confortable. Il y a juste une notion qui peut être un peu dérangeante, c'est que si jamais on fait nos opérations, mais qu'on n'arrive pas à invalider le cache, il vaudrait mieux, par sécurité, faire un rollback sur les modifications. Je prends un exemple, on est en train de mettre à jour le nom de la société,
on dit au cache d'invalider les tags qui sont reliés à cette société. Et au moment et donc au moment où on fait ça, ça marche pas. Il vaudrait mieux faire un rollback au niveau de la base de données. Ça évitera qu'on ait mis à jour les données en base de données, mais que le tag soit pas invalidé. Ou alors, il faut simplement faire l'invalidation du tag avant la mise à jour de la base de données, puisque la limite, c'est pas très grave s'il y a du cache en moins. Ce qui peut être embêtant, c'est si on a du cache en trop. Alors ça, c'est une étape optionnelle, mais qui peut avoir beaucoup de sens. C'est le prefetching. Dans cette situation-là, je décris un use case. On a des données qui sont vraiment très 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 lentes à être générées. Ou alors, on a des données qui seraient vraiment beaucoup plus rapides à récupérer ou à calculer si on avait la possibilité de les faire en une fois. C'est-à-dire, par exemple, on récupère toutes nos sociétés. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure était assez bon. C'est une société avec ses sous-compagnies. Ça peut être aussi des compagnies partenaires ou un organigramme de société. Ça peut devenir très vite compliqué de gérer la gestion en cascade des sous-entités et des sous-sous-entités, etc. Ça peut être beaucoup plus rapide de le faire en un seul appel qui va récupérer toutes les entités, construire l'arbre et le stocker dans le cache. Mais ça, on ne peut pas le faire au moment où l'utilisateur utilise l'application, puisque ce serait beaucoup trop long d'aller générer tout un organigramme d'une compagnie de, je sais pas moi, 10 000 collaborateurs. Et de générer cet organigramme-là, ça peut prendre un temps énorme. Donc l'idée, c'est d'utiliser une solution en background, donc cron job, consumer, event consumer, manual call, command line, during deployment. Enfin, il y a plein de solutions pour le faire. Il faut juste éviter de le faire au moment où l'utilisateur le parcourt. Donc là, l'idée, c'est simplement d'aller récupérer les données, d'en récupérer un maximum et de stocker chacun dans le cache. Faut faire quand même attention, hein, je disais par exemple de récupérer la totalité des sociétés. Faut faire attention à la notion de pagination, parce que sinon, vous allez devoir faire un choix entre la mémoire vive qui est disponible sur votre serveur ou pour votre processus et la rapidité. Le plus rapide, ce serait de récupérer tout, la totalité, et d'exécuter. Sauf que si la volumétrie de votre mémoire vive ne le permet pas, votre script ne terminera jamais. Donc, vous serez obligé à un moment d'implémenter une pagination. Voilà. Donc ça peut être assez utilisable pour... Enfin, là c'est quand on en vient à utiliser le prefetching, s'il y a vraiment quelque chose de... Enfin, on veut aller beaucoup plus finement dans l'optimisation du serveur. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça utilise beaucoup de ressources pour générer des données qui seront potentiellement pas utilisées. C'est pas forcément très écologique comme manière de réfléchir. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. Par exemple, la page d'accueil d'un site web, ça a du sens de la pré-fetch au moment où on peut, puisque de toute façon, elle sera utilisée très souvent et on n'a pas du tout envie que l'utilisateur ait à attendre ce premier chargement. Ça peut aussi avoir un intérêt si on a des fonctionnalités qui demandent un temps de chargement vraiment extrêmement long, par exemple pour cette page d'accueil. Et dans ce cas-là, on les met en cache au moment du premier déploiement. Et à chaque fois qu'on fait une modification dessus, on ne va pas invalider le cache, mais on va simplement le régénérer, mais peut-être 1 heure après. Et pendant 1 heure ou 2, on aura un cache qui sera invalide. C'est des solutions qu'on voit beaucoup sur des outils très très grand public, enfin en tout cas très utilisés, style e-commerce ou
ou des réseaux sociaux, etc., on va parfois avoir des temps entre le moment où la donnée est modifiée et le temps où la donnée apparaît réellement sur les pages publiques, qui peut prendre plusieurs heures, parce que ces données-là sont gérées par des tâches en background et sont déployées ensuite sur des multiples serveurs. Donc ça prend un peu de temps, et surtout c'est acceptable, puisque en fait la donnée obsolète reste valide jusqu'à sa mise à jour. Alors maintenant, les petites astuces. J'ai plusieurs choses à dire dessus. De toute façon, après, je mettrai les slides en partage pour en rediscuter sur ces différents sujets. Le premier sujet, c'est la sécurité. Et ça peut être bien de l'avoir vraiment en tête, parce que le cache peut nous impliquer énormément de failles. Déjà, la notion de contexte, comme j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, on a une information sur les sociétés qui n'est pas accessible publiquement à tous les utilisateurs. Dans ce cas-là, si c'est l'administrateur qui a mis en cache, qui a généré l'action de mise en cache, bah, potentiellement, on pourrait se retrouver à mettre en cache des informations ou des calculs qui ne devraient pas être accessibles. Alors, si votre applicatif derrière ne les affiche pas en fonction des droits, tout va bien. Mais aujourd'hui, on a des frameworks qui font des choses un peu magiques. Donc, on peut se retrouver à accidentellement afficher ces informations-là. Et on peut ne pas s'en rendre vraiment compte, notamment parce qu'en développement, on va avoir accès généralement un peu. On va faire nos tests avec des comptes administrateurs. On ne va pas forcément faire attention à ça. On ne connaît pas forcément les données, la criticité des informations. Donc, il faut faire vraiment très attention et éventuellement rajouter dans un suffixe, préfixe de clé, une notion de rôle ou de droit si on pense qu'il peut y avoir des données confidentielles. De plus, si on n'est vraiment pas tout à fait sûr de nous, on peut utiliser la normalisation des normalisations pour supprimer ces données confidentielles et les régénérer au moment de la dénormalisation. Ça, je sors un peu du contexte PHP, mais je voulais en parler aussi. Quand on est sur un cache local, typiquement le cache du navigateur, on peut être tenté de stocker des informations confidentielles comme, je ne sais pas moi, une adresse d'une personne. Donc, c'est pas très confidentiel, mais on peut avoir d'autres informations plus confidentielles qu'on stocke, par exemple la liste des factures ou des choses comme ça. Faut penser au fait que l'ordinateur puisse être volé, perdu, ou même qu'il puisse être hacké. Alors le cas du hack, je l'ai pas écrit ici, hein, mais parce que s'il est hacké, au final, le risque reste globalement le même. Mais cette notion de cache local peut être une brèche assez évidente pour accéder aux informations. C'est très facile, puisqu'on ne va pas chiffrer le cache local du navigateur, ou alors il faut penser à le faire. Le troisième point, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour nous, développeurs web. On a peu d'occasions de se confronter à ça de manière directe, mais il y a beaucoup de failles de sécurité qui sont liées à des fuites de mémoire, donc, typiquement memory overflow, faire des forgeries dans le serveur de cache. C'est des systèmes qu'on a tendance à négliger un peu dans le développement web, parce que c'est un peu trop bas niveau et on rentre pas forcément dans ces détails-là. Sauf que si on a un serveur Redis qui est faillible à une brèche et qu'on ne le monitore pas, on peut se retrouver à avoir de gros problèmes. Et même sans aller forcément très loin, les memory overflow peuvent se jouer à beaucoup de niveaux au niveau du serveur. Et en fait, on peut très bien avoir des failles pas forcément publiques à ce niveau-là. Donc, par sécurité, je recommande de faire très très attention à ce qu'on met en cache quand même. En tout cas, s'il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est ça.
Quelles données on peut mettre en cache? Alors ça, je l'ai abordé un tout petit peu, je vais aller vite. Bah, globalement, tout ce qui prend du temps, hein, donc la requête a un service externe, une requête SQL complexe, enfin tout ce genre de choses-là. Des choses qu'on va appeler vraiment souvent, ou qui vont être utilisées par beaucoup d'utilisateurs en même temps. Et le dernier cas, c'est un cas un peu plus border, mais ça peut être utile aussi. C'est si on a besoin qu'une information reste stable pendant une durée. Alors là, pour le coup, on va mettre une durée d'expiration sur cette durée-là et on va pas invalider cette donnée. Mais par exemple, si, en général, c'est pas ce qu'on cherche à faire, hein, mais si par exemple on avait envie qu'un taux de change soit stable sur une durée, on peut aller le récupérer sur un service externe, le stocker pour 1 heure, et donc on est sûr que pendant 1 heure, il ne changera pas. Ça peut être pratique si on a des calculs consécutifs à faire et on souhaite qu'il y ait une cohérence sur le taux de change. Où est-ce qu'on peut stocker? Alors ça, il y a plein de solutions. Je ne vais pas trop creuser cette question-là parce que c'est très facile à trouver. Les solutions les plus simples, c'est le file system ou la mémoire vive. Par contre, il faut avoir conscience que dans ce cas-là, notre application n'est pas stateless. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs serveurs qui font tourner la même application et que l'utilisateur peut être renvoyé vers vers plusieurs serveurs, potentiellement, ces données-là ne seront pas en cache. Pas forcément dramatiques puisque elles pourront être régénérées à ce moment-là. Mais si on est dans la pattern que j'ai décrit avant avec l'invalidation des tags, ça veut dire que les serveurs vont invalider les tags, mais pas forcément le serveur qui va renvoyer la donnée. Plus simple, hein, et c'est ce qu'on fait généralement, on va utiliser un Redis, un Memcache, enfin plein de solutions pour mettre en cache qui sont liées à un serveur relationnel. Donc c'est un serveur de base de données, hein. Base de données généralement très simpliste et qui va stocker ces données soit en mémoire vive, soit en fichier, mais soit de manière persistante, soit de manière volatile, mais en tout cas de manière centralisée et en étant optimisé pour renvoyer cette information-là très rapidement. À l'inverse, on peut stocker en base de données dans un serveur SQL, par exemple, MySQL. Pour faire ça, ce que je recommande, c'est d'utiliser de la dénormalisation, parce qu'en fait, quand on apprend à l'école à faire des bases de données et des schémas de bases de données, on apprend qu'il ne faut jamais stocker une donnée qu'on pourrait recalculer depuis les autres tables et qu'il ne faut pas dupliquer les informations. Sauf que si on fait ça, par exemple, dans un système e-commerce, ça voudrait dire que nos prix des produits devraient être versionnés par date et que le total d'une commande à une date donnée devrait être calculé en reprenant toute cette hiérarchie de jointure, ce qui est vraiment se tirer une balle au moment où on fait le développement, parce que c'est un peu se prendre la tête. Et c'est aussi complètement contre-productif d'un point de vue performance, puisqu'ensuite, quand on va vouloir faire des agrégations statistiques pour se demander combien de temps on a mis, je sais pas, quel est le chiffre d'affaires, quelle est la TVA facturée sur un trimestre, on va devoir faire des jointures dans tous les sens et notre applicatif va être très long. Alors que si on stocke les résultats intermédiaires, on gagne du temps. Dans l'exemple des calculs de TVA trimestriels, par exemple, ça peut être judicieux de stocker, par exemple, la TVA semaine par semaine ou jour par jour sur le total des commandes, qui nous facilitera le travail à la base de données pour récupérer le tout. On peut utiliser alors c'est deux autres petites astuces qui peuvent être pratiques. Il y a les sémaphores. Alors, les sémaphores, c'est comme pour le file system ou la mémoire, c'est pas stateless. L'avantage des sémaphores, c'est que c'est le même pointeur de mémoire en fait, la donnée est stockée au même endroit
dans la mémoire, et en fait, on va juste dire à notre processus d'aller chercher au même endroit de la mémoire. Ce qui fait que si on a une information qui change, parce que je n'ai pas vu les commentaires. Et donc, si on a une information qui change pendant l'exécution de notre process, ben on sera immédiatement informé. C'est très utilisé, par exemple, pour les systèmes de lock, puisque comme ça nous permet de délock le process facilement. L'inconvénient, c'est que c'est pas setless, donc c'est pas possible si votre applicatif a besoin de l'être. Encore plus simple, vraiment plus à des fins de debug, on peut faire une variable statique en PHP. Dans ce cas-là, le process en lui-même stocke cette variable-là et est capable de la refournir sans la recalculer. Par contre, c'est valide que pour le process en cours, donc ça n'a aucune persistance. Mais ça peut être très pratique si vous voulez juste faire un test pour vérifier si une mise en cache pourrait apporter un... Et donc, voilà. Les environnements de dev, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas désactiver le cache dans les environnements de dev, ou alors de le faire de manière partielle ou temporaire pour un debug, parce que vous êtes en train de restructurer les debugs. Je me demande si je ne me suis pas trompé au niveau du vocabulaire, au niveau du stateless. Alors, ça me perturbe. On en reparle après au moment des questions. Donc, je vous recommande d'avoir d'appliquer le cache, parce que le cache doit être testé et implémenté, y compris pendant le développement. Par contre, ça implique du coup d'effacer le cache au moment où vous changez de branche ou que vous rechargez les fixtures, parce que sinon ça peut poser de problèmes. Et de même, dans les tests unitaires, ça peut être bien de le faire au niveau des fonctions setup. Et dans un environnement de staging, bon, ça c'est classique, hein. Staging, c'est juste un autre environnement de production, donc globalement, il n'y a pas de raison d'effacer le cache ou de ne pas activer le cache sur l'environnement de staging. Il doit l'être. Et plus que ça, je vous recommande de faire très attention si vous êtes obligé d'effacer le cache sur un environnement de staging. Ça implique qu'il y a qu'il y a un problème conceptuel dans la manière dont vous l'avez implémenté. Donc, je reviens sur la petite, comment dire, petite plaisanterie, le comic strip que j'ai mis tout au début. Si on a besoin d'effacer le cache pour que l'application fonctionne, c'est que l'application fonctionne mal. Les informations distantes, alors ça, j'ai rajouté ça pour un des projets qu'on a et sur lequel on a des petits problèmes de performance. Quand on a des sources d'informations externes, on peut avoir des difficultés à invalider le cache, forcément, puisqu'on n'est pas maître de la mise à jour de la donnée. Alors, il y a plusieurs solutions qui dépendent un peu de la manière dont est implémenté le système externe. On peut gérer les webhooks, c'est-à-dire que le système externe nous prévient quand une information change. Bon, ça, c'est l'idéal, hein, pas toujours possible. On peut créer une clé basée sur une information externe plus facile à récupérer. Par exemple, si on a besoin de faire des multiples appels pour récupérer une information, peut-être que le premier appel peut nous fournir des sortes de checksum ou nous fournir des numéros de version, des choses qui peuvent nous aider à savoir si le reste de l'information a changé ou pas. On peut aussi avoir des tâches planifiées qui vont s'occuper d'invalider le cache. Donc, par exemple, d'aller chercher la liste de toutes les données, enfin en tout cas toutes les versions de données sur le serveur externe et invalider tout ce qui doit être invalidé. Et si on ne peut rien faire pour être informé des modifications, ben
globalement, on ne devrait pas mettre en cache puisque l'information sera obsolète. Maintenant, c'est quelque chose à dealer par rapport aux spécifications du projet. Mais dans ce cas-là, faut tenir compte du fait que c'est obsolète ou que ça l'est potentiellement. Et donc peut-être prévoir des solutions pour retomber sur ses pas. Par exemple, ce que j'ai expliqué au niveau de la possibilité de vérifier un checksum, peut-être qu'à certaines étapes critiques, il pourrait y avoir un moment où ce checksum serait vérifié avec le serveur externe. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'ai remis ici quelques liens vers des systèmes de cache. Alors, j'ai cité Symfony et Laravel parce que c'est ce qu'on utilise beaucoup. J'ai cité aussi WordPress, pas parce que je suis particulièrement fan de WordPress, mais parce que il implémente un système de cache, mais qui ne gère pas la notion de tag et qui est pas toujours très pratique à utiliser. Par contre, qu'on peut customiser assez facilement. Enfin, la notion de tag, de cache, etc. On n'est pas sur un pattern et sur une structure de code très complexe. Donc, si vous en avez besoin, vous en avez pour aller une petite journée de dev et que vous implémentez votre système de cache maison. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de passer, dans le cas de WordPress, par des plugins ou par des composants avec un composeur, des choses comme ça. Faut pas se faire un monde de ça, hein, c'est assez simple finalement à implémenter. Voilà, merci. Je voulais remercier aussi Pauline qui m'avait préparé le template il y a plusieurs mois de ça avant qu'elle parte. Et puis on n'avait pas eu le temps de faire la présentation. Voilà. Merci beaucoup, Mistral, c'était top, hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions et j'ai un problème avec mon histoire de stateless, si vous pouvez me dire si je me suis planté. Moi, j'ai une question. Donc, tu as parlé du fait de mettre en cache les appels API externes. Et donc, généralement, on va dire dans les API un peu, vraiment bien conçus pour gérer les caches, généralement, on a l'utilisation du header cache control. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'utiliser ce header de cache control dans de la réponse des API? Alors, ça veut dire qu'il faut l'implémenter au niveau de l'appareil qui fait les requêtes. Ouais, c'est ça, depuis l'externe. Donc, des fois, c'est implémenté, mais des fois non. Est-ce que tu penses que c'est une bonne piste à utiliser si c'est fait, hein? Alors, comme l'expliquais en introduction, hein, je me suis concentré surtout sur l'implémentation côté PHP. Ici, là, on est plus sur le protocole HTTP avec ce que tu me demandes. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je n'ai pas trop abordé ça. Ça mériterait peut-être une présentation en soi sur cette histoire-là, parce que ça a changé il n'y a pas si longtemps. C'était quand même très instable il y a quelques temps. Ça peut être une difficulté à mettre en place. Après c'est top, hein, l'implémentation qui est faite. Ça permet d'utiliser des CDN. Bien implémenté, oui, ça vaut le coup. Après, c'est pas simple ça demanderait de détailler un peu plus comment l'implémenter, mais oui. Ok, merci. Et ensuite, tu disais que lors des tests, donc lors des tests automatisés, qu'il faudrait supprimer le cache dans le setup, c'est ça? Et ça veut dire le refaire dans le cleanup à la fin? Alors, ce que je voulais dire sur ces notions de tests unitaires, oui, c'est que si vous faites des tests unitaires, souvent on va passer un peu par des raccourcis, on va charger de la donnée, etc. Ça serait une mauvaise chose, je pense, de désactiver complètement le cache parce que ça le retirerait de la partie test. Mais ça implique
de s'assurer qu'on part d'un état initial stable, et donc du coup mise en cache, fetch de la donnée, etc. Donc, faut pas oublier de le faire. Si on le fait, ça veut dire que si on a des données en cache qui sont potentiellement qui ont été mises en cache par une autre exécution du test unitaire, ben, on se retrouve du coup à tester la précédente exécution. Donc, ça peut donner des tests unitaires aléatoires. Ok. Et toi, tu recommandes aussi d'utiliser le même système de cache parce que généralement, ce que j'ai vu, c'est que la plupart, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient l'adapteur de cache, là, celui qui provide le cache, par un in-memory. Par exemple, tu vois, quand tu as un Redis de base, ils le changent pendant les tests par un in-memory. J'ai du mal à me rendre compte si c'est vraiment une bonne pratique ou pas parce qu'au final, ça t'empêche quand même de set le serveur dans ta CI de Redis. Donc, je trouve que c'est très pratique. Mais du coup, on teste pas le. C'est une facilité. Je trouve pas ça gênant parce qu'on est sur typiquement, par exemple, sur du Symfony, l'implémentation du cache est compatible PSR6. On a quelque chose qui est très normalisé. On n'a pas vraiment besoin de tester cette partie-là. Donc, si on change le serveur de Redis par un in-memory ou par un stockage divers, c'est pas un problème. Par contre, il vaut mieux avoir le système de cache actif. Juste qu'on ne va pas changer le in-memory par un dev nul ou tout simplement une désactivation du cache. Ouais, ou un nul cache ou un truc dans le genre. Ok, merci. C'est clair. Yes, une petite remarque aussi. De mon... Pardon, excusez-moi. L'hypothèse que tu prends, en fait, c'est qu'on utilise du cache pour récupérer des éléments qui vont prendre probablement beaucoup de temps, 2, 3, 4, 5 secondes. Et un truc que j'aime bien faire, alors c'est dans un use case très particulier, c'est quand les données sont relativement rapides à récupérer, que ça prend quelques centaines de millisecondes, mais qu'on a une énorme charge. Si tu as 1000, 2000, 3000 personnes qui tapent en permanence sur une application, un truc qui est tout con à faire et qui évite d'avoir à s'ennuyer avec les tags, etc. Les tags, c'est une super idée, hein, mais si jamais il y a une énorme charge sur l'application, un truc qui est tout con, c'est de faire un cache qui dure 1, 2 ou 3 secondes. Vraiment pas longtemps. Comme ça, il est invalidé ultra souvent. Mais en même temps, s'il y a 3000 personnes qui tapent sur l'application par seconde, on fera une requête au lieu d'en faire 3000. Et puis l'invalidation du cache, comme elle est faite en permanence, ça pose pas trop de soucis. Donc ça peut être un moyen simple pour les applications qui ont énormément de charge. Alors maintenant, c'est pas trop notre cas chez The Coding Machine, mais quand on tombe dessus, c'est un truc que j'aime bien faire moi. Alors, ça me fait penser à un truc que j'ai pas précisé parce que c'est implémenté généralement assez nativement dans les systèmes de cache. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, évidemment, si le fait d'aller chercher la donnée en cache, etc., notamment si c'est un Redis ou des choses comme ça peut être assez long. Donc, peut-être que dans cette situation-là, ça vaudrait la peine d'avoir un deuxième système de cache qui ne soit pas forcément un Redis, un stockage en mémoire, par exemple, et d'avoir du coup un double rebond sur le cache pour stocker l'information en cache vraiment sur une très courte période. En tout cas, sur une période où on est sûr que c'est pas grave si elle est obsolète. Yes, absolument. Et pour ce genre de choses-là, on avait APC ou le PHP File Cache qui marche très bien. Ok. APC. Oui, j'ai pas abordé APC, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais qui peut être assez performant, effectivement. Et je voulais juste aborder une deuxième notion, c'est que souvent, en fait, juste pour préciser, en fait, au moment où l'information va être cherchée en cache, on a une notion de bêta par exemple, dans une Symfony ou du Laravel, enfin, souvent dans les systèmes de cache. Et ce paramètre bêta permet d'invalider le cache plus tôt.
Ça veut dire que, mettons, si on a un cache qui est censé durer 2 heures, il va nous l'invalider peut-être au bout d'1 minute 50, mais que pour un seul utilisateur. Parce que l'autre difficulté de cette notion-là, c'est que si on a 10 000 utilisateurs qui nous appellent en même temps, ou même juste 2 qui nous appellent en même temps, les 2 vont rentrer dans la case no et les 2 vont aller chercher les sources. Donc là, généralement, pour éviter ça, il y a un système de lock qui se met en place pour que le premier reçoive no et que le deuxième reçoive attends, je suis en train de le faire. Mais pour aller encore plus vite, la solution qui est déployée, c'est d'invalider le cache plus tôt. Et donc, ça veut dire qu'il y a un des utilisateurs qui va régénérer le cache, qui fait que tous les autres qui arriveront après l'expiration du cache auront déjà un cache remis à jour. C'est comme ça que c'est implémenté nativement, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop détaillé. C'est implémenté nativement, mais dans les paquets Symfony, c'est pas implémenté nativement dans le paquet Redis, par exemple. Dans le bundle Symfony, ça l'est, mais pas dans le paquet Redis. Ouais, c'est implémenté nativement dans des frameworks un peu évolués. Mais globalement, à peu près tous. Hein. Ma question, c'était est-ce que c'était fait au niveau du driver ou si c'était fait au niveau du code du framework? Non, c'est fait au niveau du code. Ok, merci. D'autres questions? Ouais, non, juste une remarque, c'était hyper intéressant parce que moi, avant d'effectivement me rendre compte que le cache, c'était pas juste ce que tu mets dans ta première slide, hein, on fait un put, on met dans le cache, on se pose pas trop de questions, etc. Ça me semblait quelque chose d'assez trivial et c'est vrai que c'est vrai qu'on peut en faire quelque chose de très très performant, mais à condition effectivement d'arriver à avoir à appréhender la notion de contexte qui va autour, notamment au niveau de la sécu ou d'autres paramètres. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, ça vaut vraiment le coup que vous plongiez dessus parce que c'est pas complexe, mais voilà, il y a quand même des questions à se poser. Ça peut vraiment vous aider beaucoup au niveau des performances d'une application. Ouais, typiquement, en plus, là, entre la partie mauvais chemin et bon chemin, hein, je mets des guillemets avec mes doigts, mais vous ne me voyez pas. Mais c'est que, en vrai, c'est relativement plus simple de suivre la méthode que je recommande. Ça va plus vite et ça fait se poser un tout petit peu moins de questions parce que ça peut être fait de manière systématique. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez prendre toutes vos entités et le faire sur toutes. Maintenant, la difficulté que ça rajoute, c'est plus en termes de gestion de projet et d'atelier avec le client, c'est de définir est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises choses à faire d'un point de vue sécurité ou même d'un point de vue performance. On a des entités qui se mettent à jour très très vite. Vous n'allez pas mettre en cache, par exemple, des logs ou des choses comme ça. Peut-être juste une remarque. Pour moi, stateless, tu l'as correctement employé. En tout cas, c'est comme ça que je l'emploie aussi. Enfin, au niveau DevOps, quoi. C'est-à-dire qu'une application, chaque conteneur de l'application n'a pas à connaître, n'est pas dépendant d'un contexte qui lui est propre, mais peut fonctionner avec effectivement son système de cache sans qu'il lui soit directement relié, quoi. Merci, ça me fera mieux dormir. Ouais, je sentais que c'était important pour toi. Après, mais j'ai eu un doute, c'est vrai, tout à fait possible que je confonde les termes dans la présentation. C'est peut-être un abus de langage, mais effectivement, quand tu vas utiliser le cas le plus classique chez moi, pour moi, c'est les uploads de fichiers. Donc, on a un serveur applicatif qui fait tourner, on a une API, on peut uploader des fichiers. Si on les stocke en local sur l'ordinateur, on a un problème. Et là, je dis, c'est pas stateless dans la mesure où si tu as deux serveurs applicatifs qui sont redondés, il y a un des deux serveurs qui a pas de fichier. Donc, en tout cas, c'est dans ce cas-là que j'utilise ce mot. Et du coup, t'es pas scalable. C'est ça. Pas scalable, le fait de pas être stateless, mais pas, fait que t'es pas scalable, effectivement.
Je ne sais pas si j'aurais utilisé le terme stateless parce que tous les systèmes de cache sont fondamentalement stateful, mais on voit bien l'idée en tout cas. Qu'il ne faut pas que ça diverge et qu'on a un seul cache. Ouais. Je pense qu'on l'a compris. Par contre, je ne sais pas quel terme j'emploierais. Bon, bah, merci. À bientôt. Yes. Ouais, Merci. très bonne journée à tous. Encore merci. Et puis, à bientôt. Salut Jean. Salut. Salut, merci. Merci. Bonne journée. Merci. Salut. Merci, à bientôt.